Il est établi à travers les auditions de vos fils qu'une dispute a eu lieu le soir des faits. Qu'avez-vous à dire? Non, je m'en souviens pas. Après manger, nous avons regardé une émission de télévision en entier. Elle a dû finir vers 23h15. Je me suis endormie aussitôt et je pense que mon mari en a fait de même. Vous nous avez décrit votre relation avec votre mari comme normale. N'y a-t-il pas eu d'autres disputes plus graves que celles dont vous nous avez parlé? Non, je ne vous cache pas que mon mari et moi, nous nous disputions fréquemment, mais c'était des mots, des paroles en l'air. Je pouvais pas vivre sans mon mari, il ne pouvait pas vivre sans moi. Il y avait de la passion entre nous, mais de là à aller le tuer... 2 jours après cette audition, Edwige Alessandri est mise en examen. C'est le début d'une bataille sans merci entre enquêteurs, juges et avocats. Une bataille judiciaire de près de 10 ans. « 16 juillet 2000, à Pernes-les-Fontaines, une petite ville du Vaucluse. Un coup de feu retentit au mas de la Gasquie, le domicile de la famille Alessandri. Il est minuit passé lorsqu'une femme en sanglots appelle les secours. Cette femme, c'est Edwige Alessandri. Son mari est blessé, il y a du sang partout. Quand les pompiers arrivent sur place, ils découvrent le corps inanimé de Richard Alessandri. Une balle l'a touché à la tête, il est mort sur le coup. Mais alors qui a tiré? Est-ce un drame familial? Ou des cambrioleurs, comme l'affirme Edwige? Dans ce dossier, la justice a longtemps hésité, faute de preuves formelles. 17 ans après le meurtre de Richard Alessandri, de nouveaux éléments remettent en question le verdict rendu par 3 cours d'assises. Edwige, elle, n'a jamais cessé de clamer son innocence. Pourtant, tout l'accuse. Lors du premier procès au tribunal d'Avignon, le 27 janvier 2006, le réquisitoire de l'accusation est sans appel. Il n'y a aucune trace d'intrusion extérieure dans la maison. Les enquêteurs ont étudié un nombre incalculable de pistes. Et elles se sont toutes refermées. C'est certain. C'est bien une personne qui se trouvait dans la maison qui est l'auteur du crime. L'avocat de la défense a une certitude. L'enquête est à charge. Les gendarmes ont bâclé le travail. Trop de pistes ont été trop vite abandonnées. Il n'y a pas de mobile. Il n'y a pas d'arme du crime. Depuis quand condamne-t-on sans avoir de preuves? Je vous rappelle que les enquêtes mal faites aboutissent à des verdicts imparfaits. Et un verdict imparfait, c'est un verdict de doute. Donc, c'est un verdict d'acquittement. Drame familial contre cambriolage qui a mal tourné. Ces 2 thèses vont s'opposer durant toute l'affaire. Pernes-les-Fontaines, le 17 juillet 2000. Il est 0h35 lorsque les secours arrivent au domicile de la famille Alessandri. Les pompiers sont appelés au mas de la Gasquie. Ils ont de grandes difficultés pour trouver le lieu. C'est un mas qui est isolé. Et ils sont accueillis par le fils. Il indique que la scène de crime s'est passée à l'étage. Les pompiers montent en direction de la chambre. Ils sont saisis par une odeur de poudre. Dans la chambre des parents, eh bien, gît dans le lit monsieur Richard Alessandri, qui est mortellement blessé par un coup de fusil. Il a été atteint par un projectile, d'abord qui a touché l'épaule gauche et qui ensuite a poursuivi sa course sur le visage du côté de la face gauche. Une fois le décès constaté, les pompiers prennent en charge Edwige Alessandri. Elle est en état de choc. Edwige Alessandri est nue, uniquement une serviette sur les épaules, couverte de sang, que les premiers intervenants décriront comme du sang frais. Elle est terrorisée, elle dit « on m'a tué Richard ». Elle est dans un état de stress absolu. D'abord, je ne savais même pas que j'étais nue, tellement j'étais sous le choc. Et il y a un pompier qui me dit d'aller prendre une douche parce que j'avais plein de sang sur moi. Enfin, à l'épaule, j'en avais certainement dans le dos. Je crois que j'avais du sang dans le dos. Et il me dit d'aller me changer et il va me donner un peignoir pour me couvrir. Et après, il me met dans la chambre de Johan. Le pompier qui la prend en charge constate son état de stress et il lui administre un sédatif. Arrivés sur les lieux du drame peu de temps après les secours, les gendarmes questionnent Edwige sur le déroulé de la soirée.
Et alors qu'elle dormait, elle a entendu, elle dit, je crois, le mot fracas, qui l'a réveillée. Puis elle voit au pied du lit une silhouette qu'elle ne distingue pas très bien. Il y a une chose qui m'a marquée, c'est les 2 trous du canon de fusil. Ça, je crois, de ma vie, je n'oublierai jamais. Donc après, j'ai entendu ce coup de feu, là. Le gars dit « Merde, le coup est parti, tirez-vous, tirez-vous ». Qu'elle glisse en bas du lit parce qu'elle ne sait pas si elle est seule dans la maison ou si les assaillants sont toujours là. Elle va avoir quelques minutes de flottement comme ça avant d'appeler les secours. Et dans ma tête, je connaissais qu'un numéro, c'était le 15. J'ai fait le 15 en me disant « Il faut que je sauve Richard, il faut que je sauve Richard ». Je n'avais que ça en tête. Mais je n'ai pas compris de suite que Richard avait été tué d'un coup de fusil. J'ai mis du temps, Sarah. 2 autres personnes se trouvaient dans la maison ce soir-là. Brice, 11 ans, l'enfant du couple Alessandri, et Johan, 17 ans, le fils d'Edwige, né d'une première union. Johan, lui, il indique qu'il est dans sa chambre. Lui, il est réveillé par un bruit. Il pense que c'est un volet qui claque. Il se lève, il va dans le couloir, et là, il voit sa mère qui est nue, en sang, et il ne comprend pas ce qui se passe, et elle lui dit ils ont tué Richard. Brice, lui, est au rez-de-chaussée, dans le salon, en train de regarder la télé. Et vraisemblablement, il s'endormira devant la télé. Et lui, il va expliquer qu'il n'a absolument rien vu ni rien entendu et qu'il sera réveillé par les lumières, les gyrophares bleus des services de gendarmerie ou de secours lorsqu'ils arrivent. Le soir même, les services scientifiques de la gendarmerie procèdent au premier relevé. Dans la chambre, le salon, la cuisine, à l'affût du moindre indice. Sur la scène, on ne retrouve pas d'armes. Il s'agit d'une affaire de meurtre. On ne retrouve aucun élément. Dans la chambre des époux, à proximité du lit, on trouve un préservatif usagé déterminant que les époux ont eu ce soir-là une relation sexuelle. Au sommet de l'escalier, on va retrouver un pot de terre et un pétale de cerisier. Dans la grande pièce principale, au rez-de-chaussée, leur travail se complique. La scène de crime est polluée. Avant l'arrivée des services techniques, il va y avoir au moins une vingtaine de personnes qui vont pendant au minimum 1 heure, 1 heure et demie, déambuler dans la pièce du bas, et donc ils ne pourront faire que des constatations superficielles. Ils vont trouver une fenêtre coulissante de la cuisine qui est ouverte. À l'extérieur de cette fenêtre, sur le petit rebord, il y avait des plantes qui sont, elles, déposées en bas, ce qui laisse à penser vraisemblablement que ce chemin a été utilisé par des agresseurs. Au petit matin, les techniciens en identification criminelle inspectent l'extérieur du mas. Et ils y trouvent des traces suspectes. Dans le jardin, les gendarmes vont retrouver des traces d'empreintes de pas et puis des mégots qui vont être prélevés, qui sont trouvés près de la haie de cyprès. La scène de crime est verrouillée. L'enquête peut commencer. Sur la foi des premiers témoignages recueillis, la dizaine de gendarmes mobilisés étudie d'abord la piste d'un cambriolage. Les premiers éléments de l'enquête sont des éléments qui ont été induits tant par Edwige que par ses enfants, qui ont montré aux enquêteurs les éléments qui, pour eux, caractérisaient une intrusion extérieure, donc du fait de cambrioleur. Dans un premier temps, il va quand même y avoir un certain nombre d'investigations qui seront faites afin de savoir si, par exemple, dans la région, les quelques derniers mois qui ont précédé ces faits, il y a eu d'autres faits similaires qui auraient pu être commis. Des cambriolages à main armée ont bien eu lieu récemment dans les alentours. Et le couple Alessandri a tout de la cible idéale. Notable fortuné, propriétaire d'un grand supermarché. C'était des entrepreneurs, travailleurs, très investis dans leur activité professionnelle commune, qui commençaient à très bien gagner leur vie, avec des signes extérieurs de richesse manifestes, plusieurs voitures, de beaux bijoux, bien habillés, et qui venaient d'acheter et de remettre en état un très beau mas, là où se sont déroulés les faits. 4 mois après le drame, les gendarmes ont enfin une piste sérieuse. Les enquêteurs, en effet, vont suspecter un salarié de Richard Alessandri.
C'était le week-end du 14 juillet. C'est un week-end pendant lequel les affaires ont très bien marché. On sait que Richard Alessandri, dans le week-end, s'en est vanté. Il en était très content, les affaires étaient prospères, donc il y avait de l'argent. Autre élément troublant, cet employé a quitté son poste le lendemain du meurtre, sans réclamer son solde de tout compte. Cette personne, ensuite, va être impliquée comme ayant fourni une arme dans une scène de crime quelques semaines avant les faits. Une arme du même type que l'arme qui a tué Richard Alessandri. Ça commence à faire un certain nombre d'éléments qui intéressent les enquêteurs. Une perquisition va avoir lieu chez ce jeune homme. Et là, les gendarmes vont tomber sur un article de presse qui est affiché sur le mur, qui relate la mort de Richard Alessandri. Ils vont trouver également une arme. Et ils vont trouver des cartouches de calibre 12. Il en manque, la boîte est incomplète. En fouillant la chambre du suspect, les enquêteurs font une découverte encore plus troublante. Ils vont ensuite retrouver des chaussures qui vont correspondre pour la marque, pour le modèle et pour la taille aux empreintes laissées devant la haie au domicile de Richard Alessandri. Entendu à la gendarmerie, le jeune homme explique pourtant n'avoir aucun lien avec le meurtre de Richard. Les enquêteurs excluent totalement la piste de ce jeune garçon avec la phrase suivante: les semelles sont plus usées que celles qui ont laissé des traces, en conséquence, il ne peut pas être l'auteur. Le relevé de ces semelles est effectué plus de 4 mois après le drame survenu, ce qui peut parfaitement expliquer l'usure. En 2006, au procès en première instance, l'avocat de la défense va s'insurger contre l'absurdité de cette décision. Les enquêteurs ont abandonné trop vite la piste de ce jeune homme. Ce n'est pas sérieux quand on a une telle coïncidence sur des empreintes de pas. Le devoir des enquêteurs, c'est de creuser, c'est de faire des analyses poussées. Chaque chaussure porte des traces distinctives, uniques. Mais pour le déterminer, il faut faire des vérifications. Et là, dans cette affaire, on s'est contenté d'une simple comparaison visuelle. Et je veux rappeler que dans cette affaire, il y a eu un appel anonyme le lendemain du meurtre qui dénonçait l'implication d'un salarié du supermarché. Ce jeune homme n'est jamais revenu travailler après le meurtre. Il n'a même jamais réclamé son solde. Voilà une vraie faille de l'enquête. Malgré les demandes répétées de la défense, le jeune employé du supermarché sur qui pèsent les doutes ne sera plus jamais inquiété. Les gendarmes poursuivent leurs investigations. Ils commencent à s'interroger sur la version donnée par Edwige et ses fils. Par hypothèse, les éléments extérieurs sont passés par la fenêtre coulissante de la cuisine. Donc on devrait normalement retrouver des traces de pas soit sur la margelle de celle-ci, soit sur le plan de travail de la cuisine. Et les seuls éléments qui ont été récupérés, ce sont des traces de pas de chat. Les malfaiteurs ne seraient pas passés par cette fenêtre. Alors quel chemin ont-ils emprunté ? La première remise en situation a consisté à demander à 3 gendarmes qui étaient à l'extérieur d'emprunter des itinéraires distincts pour aller jusque dans les escaliers qui mènent à la chambre du couple. Et on s'est rendu compte à ce moment-là que leur passage se faisait avec désordre, avec bruit, que ces gendarmes laissaient des traces de pas un peu partout, des traces de terre, des traces d'herbe, et que, dès lors, si des cambrioleurs étaient passés par là, il était totalement insolite que le jour de leur constatation, aucune de ces traces n'était présente. Les gendarmes étudient les photos, passent en revue les pièces à conviction. L'hypothèse de l'intrusion extérieure leur semble de moins en moins crédible. Très rapidement, ils ont été intrigués par un élément objectif. C'est-à-dire que le pétale de fleurs, la terre et la feuille qui étaient dans les escaliers et qui avaient été censés être ramenés par un des cambrioleurs n'étaient pas écrasés, ils étaient intacts. Et les gendarmes en sont persuadés. Si ces fragments de végétaux avaient été transportés par les chaussures des malfaiteurs, ils seraient abîmés. Il y avait un sac à main dans le salon, il n'a pas été volé.
Il y avait des clés de voiture, elles n'ont pas été volées. Il y avait un peu d'argent liquide dans la chambre des époux qui n'a pas été volé. Ils en déduisent qu'aucune personne n'a pu s'introduire à l'intérieur de la maison. Pas de traces d'intrusion, pas d'éléments objectifs qui pourraient signer un cambriolage. La piste du drame familial s'impose peu à peu. Les enquêteurs avaient été intrigués par l'attitude de Madame Alessandri, c'est-à-dire qu'elle collaborait beaucoup à l'enquête, mais elle le faisait de telle façon que pour les enquêteurs, c'était un petit peu suspect. Et de surcroît, il y avait un certain nombre d'incohérences dans les premières dépositions entre ce que disait Brice, ce que disait Johan et également ce que racontait la mère. L'enquête prend alors une toute autre direction. Les soupçons se portent désormais sur la veuve, Edwige. Les gendarmes s'intéressent de plus près au couple Alessandri. Pourrait-il y avoir un motif passionnel à ce meurtre? La vie de ce couple n'était pas un long fleuve tranquille. Ce couple était un couple de façade. Il fallait donner bonne figure au sein de la bourgeoisie locale. Mais en privé, si j'en crois les éléments du dossier, dans ce couple, il n'y avait plus d'amour. On était des passionnés pour tout. J'ai toujours vécu avec Richard dans cette passion, dans cette folie des fois, mais qui nous allait bien. Et puis c'était nous, c'était notre manière de fonctionner et c'était bien. Une passion souvent synonyme de dispute. Brice, lorsqu'il a été entendu par les enquêteurs, il explique avoir assisté à de très nombreuses scènes de violence. Pas de violence physique, mais des repas au cours desquels on voyait voler des assiettes de taboulé, des bouteilles de vin, des insultes. On a eu des heurts, des disputes, mais qui... Notre amour était plus grand que ça, quoi. Donc ça nous faisait... On passait dessus, même si des fois c'était peut-être chaud, mais voilà. Des témoignages parlent même d'un couple au bord de la rupture. Loïc Alessandri, lorsqu'il avait été entendu devant la cour d'assises comme témoin, avait précisé que son frère était un homme très secret, mais que lui avait reçu un certain nombre de confidences au terme desquelles son frère envisageait de divorcer. Les enquêteurs cherchent également à savoir si Richard avait une maîtresse. Richard Alessandri n'était pas d'une fidélité absolue. Et à l'époque, Edwige Alessandri est très jalouse d'une femme qu'elle et ses enfants appelaient la pétasse, qui était une collaboratrice. Et Edwige était convaincue que son mari entretenait des relations avec celle-ci. C'était sa collaboratrice, je la connaissais très bien. Elle venait déjeuner à la maison, c'est quelqu'un que je connaissais très bien et que je côtoyais tout le temps. Et Richard travaillait avec elle, mais ça n'a jamais été sa maîtresse. Qu'on appelait, je sais, d'un mot peu agréable, mais bon, on l'appelait comme ça. Enfin, en interrogeant Brice, le plus jeune fils, les gendarmes découvrent que le soir des faits, le mas de la Gasquie a été le théâtre d'une altercation. Ce soir-là, il y a eu une très forte dispute entre Edwige et Richard à propos de Johan, qui était parti en week-end à la Grande Motte sans autorisation et qui est arrivé très tard. À Nîmes, lors du procès en 2006, l'accusation mettra en avant la relation houleuse des époux Alessandri. Le couple Alessandri n'était pas stable. C'était même un couple explosif. Et je vous rappelle les déclarations de Brice et Johan auprès des enquêteurs. Le soir du crime, une violente dispute a éclaté entre Edwige et Richard. Et cela vient renforcer ma conviction. Il s'agit bien là d'un crime passionnel. L'avocat de la défense, quant à lui, oppose un détail déterminant dans le déroulement de cette soirée. Oui, Edwige et Richard avaient de fortes personnalités, et on le sait, les fortes personnalités, ça fait des étincelles. Mais je veux tout de même rappeler que le soir des faits, le couple passe tranquillement la soirée devant la télévision, dans sa chambre. Et après, ils y ont fait l'amour. Comme l'atteste le préservatif qui a été retrouvé au pied du lit. Un couple qui fait l'amour. Madame l'avocat général.
Ce n'est pas vraiment le signe d'un couple qui se déchire, non? Les gendarmes estiment avoir recueilli suffisamment d'éléments. Ils veulent maintenant confronter les versions des différents membres de la famille. À partir du moment où les enquêteurs considèrent qu'il n'y a pas de personne extérieure, les choses pour eux deviennent très simples. Soit c'est Brice, 11 ans, soit c'est Johan, 17 ans, soit c'est Edwige. Drame familial. Et donc, on place tout le monde en garde à vue. Il était 6h30. Je vois ces gendarmes arriver comme des furies. Moi, je leur ai dit, vous venez m'annoncer que vous avez arrêté les assassins de mon mari. Ils m'ont dit, non, c'est vous. Alors là, j'ai rien compris au truc. Ils sont montés, ils ont arrêté les enfants, comme si on était les criminels les plus terribles de la planète. Hein. Brice, il avait 11 ans à l'époque. Hein. Puis après, on est rentré en garde à vue, et là, ça a été l'horreur absolue. Hein. L'horreur absolue. Ils me disent qu'ils ont la preuve matérielle et scientifique que j'ai tué mon mari. Les enquêteurs ont fait appel à un expert en acoustique. Ses conclusions mettent à mal la version d'Edwige. Edwige Alessandri indique « J'ai entendu l'auteur dire « c'est un accident, barrez-vous, barrez-vous ». Le problème, c'est qu'on a mesuré quel pouvait être le bruit occasionné par un tel tir. Et avec 130 décibels, il est impossible de déceler de telles phrases et de déceler les éléments qu'elle décrivait. Dans son récit des faits, Edwige raconte que le tireur se trouvait au pied du lit et que Richard était assis lorsque le coup est parti. L'expertise balistique prétend que c'est impossible. C'est impossible sur le plan médical parce que le tir a été effectué d'une part à bout touchant, parce qu'on a retrouvé la collerette caractéristique d'un tir à bout touchant, et que par ailleurs, la victime ne pouvait absolument pas être assise au moment du tir. Ils me mettent ça en phase, mais moi à chaque fois je leur dis non, c'est pas possible, ça ne s'est pas passé comme ça. Et ça aussi, ça les a énervés. Ça les a énervés parce qu'ils m'ont menacé que si je disais la vérité, au lieu de prendre 30 ans, je prendrais 10 ans, on m'accorderait des circonstances atténuantes, ça passerait en crime passionnel. Et je leur ai répondu, si vous avez les constatations scientifiques et techniques, tant mieux pour vous, parce que moi je ne peux rien opposer à ça. Je ne peux rien opposer à ça. Je n'ai pas fait, vous me dites que j'ai fait, mais ça restera comme ça. Je n'ai pas fait. Edwige ne cède pas. Les heures passent, mais elle maintient sa version. Je crois qu'elle a surtout beaucoup de suffisance vis-à-vis des enquêteurs et que j'ai jamais vu, moi, une personne mise en examen ou gardée à vue avoir autant d'arrogance en disant je suis plus intelligent que vous, enquêteurs, et je vais gagner. Dire ça à un enquêteur, s'il écoute un peu trop rapidement, ça veut dire j'ai commis les faits, mais vous n'arriverez jamais à le montrer. C'est la pire chose à faire à des enquêteurs qui, évidemment, vont s'arc-bouter afin de démontrer que cette personne qui les prend de très haut ne dit pas la vérité. Johan, de son côté, répète en boucle que ce sont des malfaiteurs qui ont tué Richard, son beau-père. Mais vers 4h30 du matin, après 22 heures de garde à vue, le jeune homme craque et change brutalement sa version. Johan va dire quelque chose de terrible. Johan va dire que c'est sa mère qui est l'auteur du tir sur Richard. Il entend comme un bruit, il croit qu'un volet claque. Et à ce moment-là, il arrive dans la chambre de ses parents et sa mère lui avoue qu'elle vient de tirer accidentellement sur Richard Alessandri. À ce moment-là, il y a Brice qui arrive également. Ils se retrouvent tous les trois. Ils font comme une espèce de pacte où les trois se serrent les mains en disant on est ensemble. Et Johan prendrait la directive de modifier la scène de crime. Trouver quelque part une version qui permette à ceux qui restent de la famille d'être sauvés. Donc de faire en sorte qu'Edwige ne soit pas inquiétée. Le jeune homme poursuit. Edwige, son frère et lui décident de faire croire à un cambriolage. Johan va expliquer qu'il est descendu à la cuisine, qu'il va ouvrir la fenêtre de la cuisine, qu'il a pris cette arme et qu'il est sorti et qu'il est allé cacher cette arme dans la haie.
Il va ensuite expliquer que les pots de fleurs qui se trouvaient devant la fenêtre de la cuisine, qui a été retrouvée ouverte, vont être déplacés. Et puis il va expliquer que Brice est sorti, est allé sur la pelouse, vraisemblablement donc près du cerisier, qu'il a pris un pétale et un peu de terre, et qu'il est allé déposer ce pétale et de la terre dans l'escalier qui mène au premier étage. Aux yeux des enquêteurs, les aveux de Johan sont tout à fait crédibles. Quelque part, les gendarmes ont eu l'impression que le jeune homme a voulu soulager sa conscience par rapport à un secret de famille qu'il ne pouvait plus garder pour lui-même, tellement c'était douloureux. Le juge d'instruction, grâce à ce témoignage, met en examen Edwige Alessandri pour le meurtre de son mari. Elle est alors incarcérée à la prison d'Avignon. Lors de chacun des procès, l'accusation fera de ses aveux le cœur de son réquisitoire. Les aveux de Johan sont authentiques et vous ne pouvez pas les remettre en question. Je vous rappelle que ces déclarations sont un flot continu de paroles, consignées dans un procès-verbal d'une dizaine de pages, sans que les enquêteurs n'aient posé une question qui aurait pu orienter ces réponses. Johan a tout décrit, minutieusement, dans un tel niveau de détail que cela ne laisse pas de place au doute. Seule une personne qui a été témoin de tout cela peut donner autant de détails. La défense, excédée, met directement en cause les méthodes des enquêteurs. Souvenez-vous des déclarations de Johan. Souvenez-vous-en. Il dit que les gendarmes l'ont entendu dans le noir. Il dit qu'il a été privé de sommeil pendant 22 heures d'affilée. Je rappelle qu'il a 18 ans à l'époque. Quand on met une telle pression sur un jeune homme de cet âge, qu'on lui répète sans cesse des heures durant qu'il n'y a pas eu d'intrusion, que c'est forcément sa mère, que c'est forcément son frère, que c'est forcément lui, il craque. C'est bien normal. Il panique. Quel crédit pourriez-vous donner à des déclarations obtenues dans de telles conditions? C'est une honte. Les gendarmes ont toujours réfuté la version de la défense. La garde à vue s'est déroulée dans des conditions normales. Et c'est Johan qui a refusé de se reposer. Mais 6 jours plus tard, Johan se rétracte dans une lettre adressée au juge. Il accuse les enquêteurs de lui avoir extorqué ses aveux. Il affirme avoir tout inventé sous la pression. Edwige n'a pas tué Richard, son beau-père. Cette version est évidemment contestée par l'accusation. Je pense qu'il a été l'objet de pression incontestablement de la part de son entourage familial. Et je n'en veux pour preuve que les écoutes qui ont été réalisées sur le téléphone de son propre père, Stéphane, où l'on constate que toute la famille s'est mobilisée pour conduire Johan à se rétracter. Il y a une phrase donc, qui, à mon avis, a son importance, c'est quand on dit qu'il faut que Johan ferme son claque-merde, et que d'autre part, on s'aperçoit qu'il a fait l'objet de pressions énormes de la part de sa famille, bien plus importantes que celles qu'on attribue aux enquêteurs. Incarcérée depuis quelques mois à la maison d'arrêt d'Avignon, Edwige, depuis sa cellule, contre-attaque. Elle fait appel à un enquêteur privé, le très médiatique Jean-François Abgral. Ancien gendarme, c'est lui qui a fait arrêter Francis Holm, le célèbre tueur en série. En tant qu'enquêteur, lorsque vous analysez ce dossier, vous vous apercevez qu'il n'y a aucun élément précis, concis, qui permette d'accuser Edwige Alessandri de ce meurtre. Mais zéro. Et en plus, si on veut lui impliquer une participation criminelle dans l'affaire, on trouverait forcément des traces avec les prélèvements en criminalistique qui ont été réalisés dans cette affaire. Et on ne les a pas. Sa contre-enquête s'attache à démontrer les incohérences de la thèse Edwige Alessandri. Il s'intéresse d'abord aux relevés effectués le soir des faits. On sait que lorsqu'une arme à feu est utilisée, il y a 3 métaux lourds qui sont dégagés et qui retombent sur les objets environnants. Le plomb, l'antimoine, le barium. Et donc ils vont essayer de trouver des traces de ces 3 métaux lourds sur les mains d'Edwige Alessandri, de Johan Boguslo et de Brice Alessandri. Et finalement, aucune des 3 personnes n'est porteuse de résidus typiques de tir. Ce qui veut dire qu'aucune de ces personnes n'a touché une arme à feu après un tir.
Cette anomalie va prendre d'autant plus d'importance que dans l'audition de Johan, il va expliquer avoir touché l'arme du crime. C'est impossible, parce que s'il touche l'arme du crime, il est porteur des 3 composantes. Jean-François Abgral s'interroge sur la pièce maîtresse de l'accusation, les aveux de Johan. Donc j'ai interrogé Johan sur ses aveux, sur les conditions dans lesquelles il est amené à raconter une telle version aux enquêteurs. Donc il m'explique qu'au bout de quelques heures, les gendarmes l'avaient convaincu que personne n'avait pu rentrer dans cette maison. Donc comme personne n'était rentré et que lui se rappelait de rien, il était sûrement devenu fou. Et puisqu'il était devenu fou, il avait commis ce crime. Donc il a avoué d'abord l'avoir commis lui-même. Puis on lui a dit que ce n'était pas possible, et pour cause, il n'est pas porteur de résidus typiques de tir, et que ça ne pouvait pas être son petit frère. Donc il en a déduit que c'était sa mère. Et c'est comme ça qu'il a amené cette version qui ne tient pas. L'enquêteur souligne également que l'arme du crime n'a jamais été retrouvée dans la haie du jardin, là où Johan l'aurait cachée. Très vite, il est persuadé de l'innocence d'Edwige et de ses fils. Il cherche alors à comprendre ce qui a pu se passer le soir du meurtre. Il retrace la chronologie des événements. Richard Alessandri, le dimanche après-midi, il a coupé sa pelouse. Alors si vous coupez votre pelouse avec votre tondeuse et que vous laissez des mégots dans la pelouse, ils disparaissent, ils sont happés par la machine. Les mégots sont découverts à l'endroit où cette pelouse a été coupée. Donc on sait qu'il a utilisé sa tondeuse dans l'après-midi, ça veut dire que les mégots n'y étaient pas. Le soir, il y a l'arrosage automatique à cet endroit-là, et le matin, ils y sont et ils sont secs. C'est donc que l'auteur a fumé ces cigarettes-là après l'arrosage et avant l'arrivée des enquêteurs, qui les ont saisis. Le fait qu'il y ait 2 mégots de cigarettes signifie qu'il y a une personne qui a pris son temps pour allumer une cigarette, la fumer, allumer une deuxième cigarette, la fumer et les déposer tous les 2 à cet endroit. Donc manifestement, une personne extérieure à la maison a surveillé cette maison peu de temps avant le meurtre. Jean-François Abgral s'interroge sur l'itinéraire qu'auraient pu emprunter les agresseurs. Et il découvre que l'un des accès à la maison a été négligé par les gendarmes. Les gendarmes concluent que personne n'est rentré dans cette maison parce qu'il y a une fenêtre coulissante de cuisine qui donne sur un plan de travail qui était entrouverte et d'après les constatations, personne n'est rentré là. Parallèlement à ça, il y a une porte-fenêtre, mais toujours dans l'esprit des gendarmes, elle est close et personne ne peut rentrer. Ça ne correspond pas à la réalité puisque cette porte-fenêtre est non verrouillée et elle a une poignée extérieure. Ce qu'ils avaient oublié de vérifier. Finalement, t'occupe pas, c'est ouvert. Et donc, un complice ou des complices sont passés par la porte d'entrée tout simplement. En s'appuyant sur cette contre-enquête, l'avocat d'Edwige Alessandri demande la remise en liberté de sa cliente. Le 28 août 2002, après 21 mois de prison, Edwige est libérée sous contrôle judiciaire. Et vous avez eu pris connaissance de votre dossier en détail? Oui. Et alors? Je me demande comment ils ont pu penser ça, quoi. Je veux dire, ils avaient tous les éléments pour aller plus loin, pour chercher ailleurs que ma piste, enfin, il me semble. Je veux dire, ils sont allés au bout de rien du tout. L'instruction se poursuit pendant 3 ans. Un élément nouveau ne fait surface. Le 17 janvier 2006, le procès Alessandri s'ouvre à Avignon. L'affaire a fait grand bruit dans la région. La salle est comble. Edwige est sur le banc des accusés, mais elle comparaît libre. J'ai une peur bleue. J'ai une peur bleue parce que je ne sais pas ce que c'est un procès. Même si on en voit à la télévision, ça n'a strictement rien à voir. Puis il y avait énormément de monde, énormément de monde. Je crois que je faisais vraiment, je veux dire, la bête à venir découvrir, quoi. La veuve, comme il m'appelait, la veuve menthe religieuse. Voilà comment on m'a qualifiée. La veuve joyeuse, j'ai eu ça aussi, enfin bon, de tout, quoi. Dès le début du procès, les passes d'armes entre la défense et l'accusation sont musclées. Le scénario de l'intrusion de personnes extérieures à la maison cristallise toutes les tensions. La thèse du cambriolage ne tient pas. Lorsque vous avez une agression de malfaiteurs en pleine nuit, tout d'abord, il y a du désordre. Or, aucune constatation dans ce sens. Lorsque vous voulez commettre ce genre de forfait, vous prenez des précautions, comme celle de couper le fil du téléphone pour éviter que l'alerte soit donnée. Dans cette affaire, aucun élément de la sorte. C'est une évidence. Il n'y a jamais eu d'intrusion extérieure. Ma conviction est faite. Edwige Alessandri a commis ce crime.
Du pain béni pour la défense. L'avocat d'Edwige retourne la thèse de l'accusation et lui propose de résoudre une énigme. Finalement, pour les gendarmes, cette affaire, c'est le mystère de la chambre jaune. Personne ne peut rentrer, personne ne peut sortir de la maison puisque on n'a pas trouvé de traces de pas. Mais si l'on privilégie la piste familiale, on aurait dû au moins retrouver les traces laissées par Johan, puisque Johan prétend qu'il est sorti de la maison pour aller cacher le fusil. Il est allé nécessairement dans le jardin, puis est rentré dans la maison. Or, si aucune trace n'a été retrouvée de ces allées-venues, c'est donc que ce soir-là, contrairement à ce que les gendarmes prétendent, il était tout à fait possible d'entrer et de sortir sans laisser la moindre trace. C'est donc que des malfaiteurs ont pu parfaitement rentrer dans la maison et en sortir, comme le prétend Edwige Alessandri. L'argument développé par la défense ne convainc pas l'assistance. Mais l'avocat d'Edwige persiste. Il n'y a rien dans ce dossier qui accuse sa cliente. En matière judiciaire, pour condamner, il faut des preuves. Dans le cadre des éléments recueillis par les services de gendarmerie, il n'existe aucune preuve de la culpabilité d'Edwige Alessandri. Il y a un doute majeur, et le doute doit lui bénéficier. L'accusation revient longuement sur les raisons qui auraient poussé Edwige à passer à l'acte. Ce dossier, moi, je l'analyse comme l'aboutissement tragique d'une situation conflictuelle dans un couple pathologique où, finalement, le drame évoluait à bas bruit. Et ce soir-là, malheureusement, il y a eu une explosion de colère et cette femme est passée à l'acte. L'avocat général estime avoir suffisamment d'éléments à charge contre Edwige Alessandri. Les preuves formelles qui accusent Mme Alessandri, ce sont les constatations faites par les services de gendarmerie intervenus sur place. Ce sont donc les accusations qui ont été portées par Johan de manière très précise et très circonstanciée, avec un luxe de détails que ne connaissaient pas forcément les enquêteurs. Edwige s'écroule dans le box. Face aux coups portés par l'accusation, elle fond en larmes. Le premier procès, c'était vraiment l'éloge de la barbarie judiciaire. J'étais la personne à abattre. Une présidente qui nous parlait méchamment, avec des mots très durs. Je pensais que les jurés allaient comprendre qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal, qu'on ne pouvait pas accuser quelqu'un comme ça sur uniquement des on-dit, des histoires de vie privée. Au terme de 9 jours de débats acharnés, Edwige est reconnue coupable du meurtre de Richard Alessandri, son mari. Elle est condamnée à 12 ans de réclusion criminelle. Quand le verdict est tombé, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris, là. 4 ans après, je retourne en prison. L'avocat d'Edwige Alessandri fait immédiatement appel de cette décision. 3 semaines plus tard, elle est donc remise en liberté. Un nouveau procès s'ouvre à Nîmes en décembre 2006. Mais la cour d'appel confirme le jugement. Edwige est à nouveau incarcérée. Son avocat dépose un ultime recours devant la Cour de cassation. La demande est acceptée. Le jugement cassé. Pour la 3e fois dans cette affaire, Edwige recouvre la liberté. Deux ans plus tard, le 9 février 2009, le dernier procès de l'affaire Alessandri se tient à Lyon. Je me dis, on va y arriver. On va y arriver, c'est encore différent. En plus, il est délocalisé, il est sur Lyon. Je me dis, j'ai encore une chance de prouver que je suis innocente. L'accusation n'en démord pas. L'expertise acoustique réalisée pendant l'instruction est une des clés de cette affaire. Madame Alessandri prétend avoir entendu les malfaiteurs dire, et je cite, « Merde, le coup est parti, tirez-vous ». Or, l'expertise acoustique nous dit qu'il est impossible qu'elle ait pu entendre une telle phrase. En effet,
Un tel coup de feu est assourdissant. Et il vous empêche pendant quelques secondes d'entendre quoi que ce soit. C'est bien la preuve, et la preuve scientifique, que Madame Alessandri a menti aux enquêteurs. La science. L'avocat de la défense en est fait lui aussi une alliée. Mais cette expertise ne tient pas debout. Il faudrait en déduire que tous les militaires sont sourds ou que tous les chasseurs sont malentendants. Nous avons fait réaliser une expertise indépendante avec le même type d'arme qui prouve sans aucune ambiguïté qu'il est parfaitement possible d'entendre très distinctement une phrase après un tel coup de feu. Voilà encore, Madame l'avocat général, un des arguments essentiels de l'accusation qui s'effondre. Cette contre-expertise apportée par la défense, sans valeur juridique devant la cour, instille le doute dans la salle. Combatifs, les avocats d'Edwige abattent alors une autre carte. La défense se rend compte que les mégots qui ont été saisis dans le jardin près de la haie de cyprès, il n'y a pas de retour de l'ADN. Et donc il y a une demande de report du procès qui est faite dans l'attente des résultats d'expertise. Le président de la cour d'assises prend acte de la demande, mais décide de poursuivre néanmoins les débats. Pour lui, il n'y a pas matière à suspendre. L'audience se poursuit. Les débats sont intenses. Le dernier jour du procès, après la plaidoirie de son avocat, Edwige est confiante. C'était extraordinaire, je sais pas d'autres mots. C'était superbe. C'est la première fois qu'on parle du chemin des agresseurs, de ce qu'ils auraient pu faire, comment ils ont pu entrer, comment ils ont fait ça. J'ai l'impression qu'on m'a écouté pour la première fois. Ça vous donne de l'espoir? Oui. Ouais, j'en ai. Moi, je me rappelle de visages de jurés particulièrement concentrés, certains d'entre eux particulièrement émus d'ailleurs à l'évocation de certaines choses. On se dit, ils ont en main les billes qu'il faut pour prendre une décision de sagesse et une décision qui pour nous est une décision d'acquittement. Les jurés se retirent. 1 heure, puis 2, puis déjà 3 heures de délibéré. Vraisemblablement, ils ont du mal à tomber d'accord. Une attente interminable. Vous vous sentez comment là, ce soir? Mal. Qu'est-ce que je vous dis? C'est mal. Je sais pas. Je peux pas dire. Mal ou bien, j'en sais rien. Je sais pas. Je sais pas. J'espère, mais je sais pas. Où je vis, où je vis plus. Après plus de 8h30 de délibéré, le verdict tombe. Edwige Alessandri est définitivement reconnue coupable du meurtre de son mari. Elle est condamnée à 10 ans de réclusion criminelle. Sur le moment, je trouve ça tellement injuste que je comprends pas. Je comprends pas pourquoi on m'a encore déclarée coupable, quoi. Je comprends pas trop. Et c'est vrai que dans ma tête, je me dis là, c'est fini. Je vous dis, c'est la seule manière de sortir de prison, ce sera qu'ils arrêtent les assassins de Richard. C'était son dernier recours. Pour la 4e fois, Edwige retourne en prison. Elle est incarcérée à Saint-Étienne. Le dossier Alessandri semble enfin clos. Mais un nouvel élément va tout remettre en cause. Cinq mois après le verdict, alors qu'Edwige purge sa peine, son avocat, sans prévenir sa cliente, se présente à la maison d'arrêt. Et on m'appelle et on me dit « Votre avocat est au parloir ». Je vois mon avocat avec une enveloppe dans les mains et il me dit « Ouvrez-la, c'est porteur de bonnes nouvelles ». Il me dit « On sait qui sont les assassins de votre mari, quoi ». Alors moi, je n'ai jamais pu ouvrir l'enveloppe, donc c'est mon avocat qui l'a ouverte. Et là, il m'a lu, il m'a dit « Tenez, voilà, les mégots, c'est la personne suivante ». Et cet ADN, il correspond à une personne qui est connue pour des faits de vol et dont l'enquête va permettre d'établir qu'il est en contact avec 2 autres personnes également impliquées pour des faits de vol avec séquestration. C'est terrible parce que c'est fini. On est jugé pour la 3e fois, c'est terminé.
Les mégots ont enfin parlé. L'affaire Alessandri est à nouveau médiatisée. Des langues vont se délier. En 2010, se présente à la police judiciaire d'Avignon un jeune homme qui indique qu'il a des révélations à faire. Donc ce jeune homme va expliquer que c'est son oncle qui a commis le meurtre et que sa mère va lui confirmer qu'elle a eu l'information même de l'identité des auteurs la nuit même du crime. Puisque après avoir abattu Dixit le commerçant, ils sont venus dans son garage lui dire que voilà, ils avaient fait une connerie. Donc il donne les noms des auteurs des faits. Les enquêteurs vont établir également que l'homme identifié par son ADN fréquentait très régulièrement les personnes désignées par le nouveau témoin. Donc, grande cohérence. Ces nouveaux éléments remettent en question le verdict rendu par la justice. Le 29 octobre 2010, grâce à une remise de peine, l'avocat d'Edwige obtient la libération conditionnelle de sa cliente. Edwige aura passé 4 ans et demi derrière les barreaux. À sa sortie de prison, elle continue à se dire innocente, déterminée à faire éclater sa vérité. Elle saisit alors la commission de révision des condamnations pénales et obtient l'ouverture d'une nouvelle enquête. C'est une procédure judiciaire qui est rare et c'est une procédure judiciaire qui aboutit toujours avec beaucoup de difficultés. Donc, les exigences sont très importantes. Le premier élément, c'est qu'il faut qu'il y ait un fait nouveau qui ne soit pas connu par la dernière juridiction ayant condamné. Et deuxième élément, il faut que ce fait nouveau puisse justifier un doute sérieux quant à la culpabilité de la personne condamnée. Les policiers chargés de la nouvelle enquête veulent entendre l'homme au mégot. Ils le placent en garde à vue. Il vient indiquer que peut-être il a pu passer par là de manière fortuite et jeter un mégot. Mais ce n'est pas un mégot qu'il a jeté, c'est 2 mégots. Et ce n'est pas jeté comme ça de manière inconsidérée, c'est à un endroit bien précis, juste devant les fenêtres, juste derrière une haie qui sert de protection pour observer ce qui se passe à l'intérieur de la maison. Et pourquoi je dis qu'il convient de relativiser cet élément ? Pour une raison bien simple, c'est qu'il n'y a eu aucune intrusion extérieure. Et que dès lors, mégot ou pas mégot correspondant à cet individu, il n'est nullement établi que quiconque se soit introduit dans cette maison passant par l'extérieur la nuit des faits. Quelques mois plus tard, un autre informateur va renforcer les accusations du premier témoignage. J'ai été contacté par un homme de la région d'Avignon qui m'appelle de manière anonyme pour me dire finalement vous devriez être content, vous avez trouvé les auteurs du meurtre de Richard Alessandri. Donc je vais rencontrer ce gars-là qui se fait surnommer Jeannot. Ce Jeannot-là me donne le nom des auteurs et il s'avère que ce sont les mêmes noms qui sont donnés par la famille du premier informateur. Ces gens-là ne se connaissent pas. C'est important. Non seulement c'est concordant, mais ça correspond aussi au nom de l'ADN découvert sur les mégots, nom que personne ne connaît, ni les enquêteurs initiaux, ni la presse. Ça reste vraiment quelque chose de secret, et jusqu'à présent c'était encore secret. Les 2 informateurs désignent donc les mêmes suspects. Mais sont-ils crédibles ? Oui, il est clair que cette personne dit la vérité. À ce moment-là, c'est quelqu'un qui a de l'expérience. C'est un vieux voyou, on va dire. Il fait le choix de parler parce qu'il a compris que cette affaire allait sortir et qu'il risquait d'être impliqué puisque c'est un receleur et qu'il fréquentait ces gars-là. Donc je suppose qu'il pouvait très bien avoir promis à ces gens de leur revendre le matériel qu'ils auraient pu voler à ce moment-là. Les policiers remettent un rapport au juge chargé de l'enquête. Ils veulent passer à la vitesse supérieure, placer ces suspects en garde à vue. Contre toute attente, le juge dessaisit le service de police et renomme les gendarmes qui avaient conduit la première enquête. C'est du jamais vu. C'est une décision catastrophique. On confie aux enquêteurs le soin d'engager leur propre responsabilité, de démontrer leur propre insuffisance. En tant que tel, c'est déjà dire « je ne veux pas entendre parler d'une révision ». Je ne veux pas entendre parler de l'innocence d'Edwige Alessandri. D'après les informations dont je dispose, l'ensemble des suspects ont été entendus. La question, c'est dans quelles conditions ? Est-ce qu'ils ont été mis en difficulté ? Est-ce qu'il s'agissait de véritables interrogatoires de garde à vue sur un fait criminel ? J'ai peur d'avoir la réponse. La défense d'Edwige est parvenue à faire annuler la décision du juge.
un camouflet pour la justice. L'affaire Alessandri est aujourd'hui au point mort. Aucun nouveau service n'aurait été désigné pour reprendre l'enquête. Mieux vaut une injustice qu'un grand désordre. Donc, on a une certitude de départ qui repose sur rien. Cette certitude devient vérité judiciaire. Il est hors de question d'ébranler cette certitude et cette vérité judiciaire au risque de mettre en cause la réputation de personnes du sérail. Les défenseurs d'Edwige n'ont aucun doute. Les véritables auteurs du meurtre de Richard Alessandri ont été identifiés. Aujourd'hui, cette enquête, elle a trouvé sa solution. On connaît les auteurs des faits. Ce sont des malfaiteurs notoires de la région d'Avignon, connus pour ce genre de pratique. Et la famille Alessandri n'a rien à voir, ni Edwige, ni ses enfants, dans le crime de Richard Alessandri. Les détracteurs d'Edwige, convaincus de sa culpabilité, ont une théorie pour expliquer cette obstination à vouloir prouver son innocence. Elle ne peut pas accepter d'avoir été condamnée pour homicide. C'est vrai que pour elle, c'est quelque chose d'infamant. Et au-delà de la question d'honneur, il y a une question pécuniaire. Si elle est condamnée définitive pour homicide, ça la rend indigne pour percevoir une indemnité d'assurance. Et sur le plan patrimonial, ça crée des problèmes énormes. Voilà pourquoi elle continue ce combat et elle le fera jusqu'au bout, jusqu'à sa dernière force. Edwige le promet. Elle n'abandonnera pas. Je ne vis que pour ça, que pour arrêter les assassins de mon mari. C'est ma bataille. Pas le fait que je sois reconnue innocente, je le sais. Et c'est ça qui m'a permis de vivre. C'est ça qui m'a permis de toujours croire au fait qu'un jour on va découvrir qui a tué Richard et on va les emprisonner, quoi. Je veux dire, c'est pas une revanche, hein, loin de là, parce que la revanche, je la prendrai jamais. Hein. C'est ça que je veux, moi. Le reste, personne ne me le redonnera. Voilà. Edwige a-t-elle tué son mari ce 16 juillet 2000 ? Est-elle victime d'une erreur judiciaire ? La nouvelle enquête, à ce jour au point mort, devra le dire. Pour la justice, tout l'accuse. Et pourtant, le dossier Alessandri est loin d'être refermé.